c'est cet extrémisme qu'on doit commencer à dénoncer. On ne peut pas continuer de s'y taire. On ne peut pas. On ne digère pas, on ne veut pas vous voir à la fois à la cité de l'EEA et autour des Fayoulou, autour des Chadari. Pas autour, on n'est pas autour des personnes. En fait, notre travail est fait de ça. Couvrir les activités de ces personnalités. Mon travail est fait de ça. Okay. Mon travail est fait de ça. Je donne un exemple. On arrive le retour de Moïse Katumbi, un 20 mai, je crois. Nous arrivons à Lubumbashi. On appelle certains collègues. On appelle, ça c'est... J'ai vécu ça. C'était le même jour où on faisait sortir, je crois, le gouvernement Ilunga Ilunkaba. On appelle certains collègues pour aller à la cité de l'Union africaine, parce qu'il fallait qu'on présente. Et un confrère, je dis collègue, confrère qui était avec nous, il dit non, je ne suis pas à Kin, je suis à Lubumbashi, venir couvrir. Et puis quelqu'un de la cellule de communication de la France dit ah, tu n'es pas avec nous. Comment tu peux te retrouver là-bas? J'étais révoltée. Je dis, en tant que journaliste, on n'appartient pas à un camp. On n'appartient pas à des gens. Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à quelqu'un qui couvre les activités de Tshisekedi ne pas couvrir l'activité de Katumbi, de Fayoulou, de Chadari ou de qui que ce soit. Moi, je m'inscrirai toujours en faux. En fait, tant pis si je reçois par après plusieurs insultes, mais je dénoncerai cela. Il faut laisser cette liberté. Moi, je le dis et je le redis, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu du temps de moi personnellement, Élysée, je n'ai pas vécu cela. J'avais cette liberté d'aller dans tous les QG des partis politiques. Déjà que je ne suis pas du genre à être extrême, je m'en tiens aux faits. Bonjour, bonsoir. On est content de vous retrouver pour ces nouveaux numéros. Cette émission que vous allez sans doute aimer, je le sais. Parce que nous recevons pour vous une dame qui a la réputation d'être libre d'esprit. Professionnel, bien respecté dans son milieu, avec le temps, il s'est forgé une personnalité. Et surtout, ne badine pas avec son boulot, quel chériton. On a le plaisir, l'honneur, en ce mois de mars, dédié à la femme, de recevoir pour vous Élysée Odia, qui est une figure, un visage du petit écran congolais. Élysée, bienvenue. Merci. Tout ça là, je disais, quand vous faisiez la présence, je dis, mais tout ça là, c'est moi. C'est pas un peu trop, mais bah... Non, mais il faut qu'on se rende ces hommages quand on est encore en vie. Il faut qu'on s'honore. Il ne faut pas toser la kende kwa kofi, toya na ba bouquet de fleurs, toya kosa la ba oraison funèbre. Non, c'était quelqu'un de formidable. Pourquoi ne pas le dire quand tu es encore en vie? Oui, je vous remercie. C'est ce que vous pensez. Je suis très honorée, très flattée de tout ce que vous venez de dire sur moi. J'espère qu'il y avait toujours un prof qui me disait, et ça, je marche toujours avec, dans la vie, on n'est jamais arrivé. Le jour où on pensera qu'on est arrivé, c'est quand on commence la chute. Donc, chaque jour, j'essaie de faire de mon mieux et j'essaie de donner le meilleur de moi-même dans ce que j'essaie de faire de mieux, c'est-à-dire le journalisme. Le journalisme et cette passion que vous nourrissez pour cette profession, vous êtes piquante, quelquefois critique, mais aussi taquineuse. On va parler de vous, de votre personnage. D'abord, on voudrait vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la profession, tout ce que vous faites pour le pays. Même si ici, on n'est pas reconnaissant, peut-être dans un autre monde, les gens reconnaîtront vos mérites. Ben merci, mais il y en a quand même. Hein. Les Congolais, ils sont pas si ingrats que ça. Il y en a qui nous suivent, qui nous encouragent dans ce que nous faisons. Ben, il y en a également qui sont très critiques, voire même très sévères dans leurs critiques, qui parfois arrivent à certains extrêmes que nous décrions et nous continuerons à décrire, c'est-à-dire les insultes. Mais il y en a qui nous encouragent, qui nous félicitent, qui nous poussent à aller encore, à faire encore mieux. Et voilà, je crois que des personnes comme ça, il y en a quand même, non seulement en République démocratique du Congo, mais ailleurs, qui nous suivent maintenant avec ce monde qui devient de plus en plus le village planétaire. Donc, il y en a même ailleurs qui essaient de nous suivre et de nous encourager. Ah, ça, c'est ce que nous apprécions beaucoup. On vous a vu pendant longtemps à Congo Web TV. Il y a quelques semaines, j'écoutais votre voix sur Top Congo FM, là où j'étais habitué déjà à vous écouter, mais pour une autre émission de Top Presse. Top Presse, oui. Comment ça s'est passé?
cumuler maintenant en étant Top Congo et aussi à Congo Web, à 7 sur 7, n'en parlons pas. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Alors déjà, Congo Web, c'est mon premier amour. C'est ma maison, c'est chez moi. L'amour de votre vie. Bah oui, c'est le premier amour. Certains diront c'est l'amour de toute une vie. Ça s'oublie pas. Ou difficilement. Difficilement. J'ai commencé le journalisme là-bas à Congo Web alors que j'étais encore étudiante en deuxième graduat. Donc c'est la chaîne qui m'a donné la chance de m'exercer par l'écriture, par le parler. C'est mon premier amour et j'y suis restée pendant 12 ans. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de me réinventer. J'avais l'impression de faire la même chose, de ne plus avoir de challenge, de ne plus avoir de défi. Et du coup, c'est comme si je faisais du surplace. Et là, je me suis dit, je me trouve un autre défi. Et c'est quand je regardais du côté de la radio. Alors, la radio, c'est quand je faisais mon stage en deuxième licence IFASIC. C'était dans les studios de l'IFASIC. On était obligé de faire un stage à la radio et à la télé. Et j'étais tellement à l'aise d'être à la radio que je me suis dit, pas à l'aise, mais j'ai découvert la radio d'une certaine façon. Ce côté-là où on n'est pas obligé de vous voir, où tu peux être toi. Voilà. Et puis, je me suis dit, j'aimerais bien faire la radio. Et quand, dans ma recherche de ce nouveau challenge, de ce nouveau défi, je me suis tournée vers la meilleure de radio, que demander de plus, où j'ai été accueillie vraiment à bras ouverts par le patron de cette chaîne. Donc, je ne suis plus à Congo Web, je suis à Top Congo, mais je suis également à 7 sur 7, qui est également ma maison, avec mon DG Israël Moutala, qui m'a appris et qui m'apprend toujours l'écriture, qui tape du poing sur la table, qui essaie de nous ramener toujours sur le bon chemin, en tout cas en ce qui concerne l'écriture. Donc je suis à Top Congo, je suis également à 7 sur 7, mais je suis également dans mes propres choses à moi. Voilà, j'ai développé d'autres concepts que j'essaie de mettre dans mes différentes plateformes. Le raisonnement n'est jamais à l'arrêt. Vous réfléchissez chaque jour comment affronter des nouveaux défis et les relever avec brio. En même temps qu'on sait que vous faites déjà beaucoup d'autres choses. À quel moment vous êtes, Élisée, journaliste, parce qu'à Congo Web, vous pouvez suivre tout un journal composé de 7 reportages produits par vous. Vous êtes très, très active, très, très productive. À quel moment vous prenez le temps pour le ménage, pour la famille, pour vous-même? J'avoue qu'au début, je prenais pas trop de temps pour tout ça à la maison. Parce qu'effectivement, il y avait ce défi-là. Quand je commençais en tant que femme ou journaliste femme, la première des choses, quand on vient à la télé, on se dit on veut tout de suite passer à l'écran. Mais j'ai été butée à une difficulté, c'est qu'à l'époque, j'étais trop mince. En fait, moi, je ne savais pas. Il paraît qu'être mince, c'est bien pour la télé. Mais je commençais à présenter le JT de 13h. Alors, quand j'attendais, quand je me disais, ça y est, maintenant, je vais arriver au journal de 19h, c'est quand on m'a dit, non, c'est fini, on ne veut plus te voir à la télé. Alors, c'était un choc pour moi. Je dis, mais je commençais à me remettre en cause, qu'est-ce qui n'allait pas et tout. Mais c'est quand il y a eu... ça devenait une sorte d'handicap, le fait d'être mince. Bah oui, je trouvais ça devenait un handicap. Je ne sais pas si c'était réellement ça, mais c'est après qu'on me dira que c'est parce que j'étais mince quand même à l'époque et que ça ne faisait pas très beau à la télé, c'est long. Mais après, je dis, Élisée, je ne t'arrête pas là. Je voulais devenir comme Ghislaine Dupont. Je dis, cette dame-là, on ne la voit pas, mais on écoute sa voix. Ok, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans les reportages. Que les gens ne me voient pas, ce n'est pas un problème, mais qu'ils m'entendent au moins, qu'ils m'écoutent, qu'ils écoutent ce que j'ai à dire. C'est quand je me lance dans des reportages et je me te dis au moins un reportage par jour. Peu importe le reportage, moi je le prenais. Faits divers, baladeurs, c'était ça. Et c'est comme ça, chaque jour, et ça me permettait de m'améliorer aussi, d'améliorer mon écriture. Et c'est comme ça, c'est vraiment une passion. Je venais... Chaque jour, je repoussais mes limites. Voilà, j'arrivais à 2, puis à 3, puis 7, puis 9, et puis... Voilà. Au point que vous êtes devenu la référence de la rédaction. Voilà. Quand vous n'avez pas produit, il n'y a pas journal. Ah, là, c'est un peu trop... Mais c'était une super équipe quand même. C'était Congo Web depuis quand je suis arrivée en 2008.
c'était une superbe équipe, des gens dynamiques, des gens qui aimaient le journalisme. Bah, jusqu'à ce que je suis partie, moi, j'ai laissé des gens qui aiment ce travail. Vous avez conscience du vide que vous avez laissé? Conscience du vide, Comment non. Chabani Record digère ce départ? Mais je crois qu'il a bien digéré, mais je crois qu'il a dit, bah, ça y est, il est temps de laisser quand même l'enfant partir. Je crois que partout où je serai, on le verra. Est-ce que c'était On- plus on pour verra relever d'autres Chabani. challenges où il y avait évidemment, comme dans beaucoup de maisons de presse ici, hein, à Kin, des choses qui ne marchaient plus avec vos valeurs ou votre nouvelle perception du monde? Ben oui, faut pas qu'on se leurre, il y avait toujours des choses qui ne marchaient plus, qui ne marchent plus. Mais je suis pas de celles qui pensent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Non, je suis pas de celles qui pensent comme ça. Je me disais, voilà, c'était juste le moment de dire non, stop. C'était juste le moment de dire oui, je veux faire autre chose. Pas l'intention de dire, c'est vrai, il y avait des choses à redire, il y avait 2, 3 choses qui ne pouvaient pas marcher, des choses que je pouvais dire, oui, on doit essayer de revoir, mais on ne revoyait pas cela. Mais bon, je suis vraiment loin de celles ou de ceux qui pensent que je veux toujours, je pars voir ailleurs parce que c'est toujours mieux. Non, c'était juste un bon moment. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment de faire autre chose. Autre chose, en 2008, quand vous commencez votre carrière, il n'y a pas de nouveaux médias, il n'y a pas de médias en ligne. S'ils existaient, mais ils n'avaient pas la notoriété qu'ils ont aujourd'hui. YouTube existait, ou peut-être c'est arrivé après, mais pas avec le succès que cela a aujourd'hui. Vous vous êtes dit qu'il fallait peut-être aussi vous y mettre, devenir votre propre patronne, que de dépendre de quelqu'un qui de temps en temps donnait des injonctions, même si quelquefois il ne rappelait pas lui-même certains de ses devoirs. Non, mais moi, j'ai une autre façon de voir ce métier. En fait, j'essaie de voir comment ça se passe aussi ailleurs. Vous avez ces gens-là, je suis pour cette émulation, pour cet entrepreneuriat, surtout dans le milieu de la presse, mais je suis également pour qu'il y ait cette synergie. Vous allez aller dans de grands pays européens ou surtout américains, vous trouverez il y a des groupes de presse assez puissants, assez vraiment puissants, qui fédèrent des journalistes de qualité. Vous prenez par exemple, bon c'est vrai que maintenant là on parle plus trop bien de lui, quelqu'un comme PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, qui a fait 30 ans dans une chaîne. Vous avez Claire Chazal, vous avez... voilà, vous avez comme ça beaucoup de journalistes occidentaux qui sont restés dans une chaîne, dans un organe, dans un groupe de presse, et ça n'a pas empêché leur émulation. Mais vous avez également de l'autre côté des gens qui ont décidé de faire de boîtes, de devenir patrons de leur organe. Moi, je me suis dit... Pourquoi c'est plus à la mode chez nous ou c'est ce qui s'est fait aussi ailleurs? Ailleurs, je n'ai pas encore eu le temps de faire vraiment des études sur ça, mais je crois qu'il y a de moins en moins. Mais il y a plutôt des agences qui maintenant vendent leurs services dans des chaînes, dans des groupes d'organes. Il y a des agences, quand vous suivez ceux qui ont, voilà, je ne veux pas faire la pub, mais vous avez C8, vous avez un concept comme Le Quotidien. C'est vraiment les agences qui appartiennent à ces gens-là et qui viennent négocier avec soit un groupe de presse, là on parle de TMC, c'est un groupe TF1, vous avez C8, c'est un autre groupe Canal+. Donc vous avez ces gens qui travaillent comme ça. Nous, je crois qu'il y a ce désir-là d'indépendance. Parce que peut-être il y a trop de restrictions dans nos organes. Les lignes éditoriales dans nos chaînes ne sont pas bien définies. Ce n'est pas sur base des idéologies. C'est en fonction des humeurs, du boss, du moment. S'il est bien ce jour-là, vous avez une telle ligne éditoriale. S'il ne se sent pas bien, vous changez de ligne éditoriale. Et c'est ça la difficulté, au fait. Quelquefois aussi en fonction de ses intérêts. Voilà, surtout en fonction de ses intérêts. Alors que là, on sait que quand je vais dans telle chaîne, la ligne éditoriale, elle est comme ça. Elle ne varie pas. Je sais comment traiter un info sans toutefois la déformer. Les faits sont sacrés. Mais on sait qu'on connaît la ligne éditoriale, elle est comme ça. Mais à un certain moment, on peut parler de Mediapart. Ils étaient, je crois, dans le journal Le Monde. Mais quand ils ont compris qu'ils n'étaient plus en odeur de sainteté, où la ligne éditoriale, leur façon, leur conviction n'allait plus de la même façon avec la ligne éditoriale de Le Monde, ils ont fait Mediapart. Donc, on encourage cela. Moi, je suis dans une optique, je suis pour les deux, en fait. Si c'est possible de créer un truc, de créer quelque chose, on peut dire d'hybride,
On peut voir, c'est vrai, d'un côté les gens qui évoluent eux-mêmes, mais de côté un grand groupe qui peut créer une synergie pour donner ce qu'il y a de mieux à ceux qui nous suivent. Est-ce qu'on en est déjà là? Mais quand vous voyez par exemple la qualité, la production, surtout pour ce qui est des nouveaux médias, vous vous dites qu'on évolue ou on fait une marche à reculons? Non, mais il n'y a pas que pour les nouveaux médias, même dans l'ancien, allez voir. On a des chaînes qui n'ont pas de programme. On sait de quoi on parle. Ça n'a pas commencé avec les nouveaux médias. Vraiment, déjà dans des chaînes dites traditionnelles, il n'y a pas de programme. On pensait que ça allait changer avec la TNT, mais ça s'est empiré. Ça s'est vraiment empiré, c'est la catastrophe encore là-bas. Rien n'échange. Maintenant, dans les nouveaux médias ici, sur le plan visuel, on voit surtout les youtubeurs, les chaînes YouTube, tous sont à l'afflux des vues. Le buzz Qui dit, mais le buzz, c'est pas forcément dire insanité, c'est ça le problème. En fait, ici, j'ai comme l'impression comme si on associe le buzz à tout ce qui est sale, à tout ce qui est insulte, à tout ce qui est injure. Non, mais je crois qu'il y a moyen de faire du buzz avec intelligence, avec des choses réfléchies, avec des choses cohérentes, pas toujours être dans l'extrême négative. Mais et ce qui est vrai aujourd'hui ici chez nous, pour avoir plus de vues, pour avoir... il faut insulter une personnalité il faut insulter facilement une personnalité. Et bon, ça, au vu au-dessus de tout le monde, il n'y a pas une législation en la matière, ça nous met en difficulté. C'est-à-dire, on peut insulter, le lendemain, on ne sera pas inquiété. Et il y a tout cela. Mais je me dis, les YouTube, c'est bon, mais est-ce que tout doit être fait comme on le voit ici? C'est un peu la difficulté que moi je suis en train de voir dans ce qui est nouveaux médias ici. Est-ce que la télé traditionnelle risque de disparaître un jour? Ah non, ah non, moi je ne crois pas. En tout cas, ceux qui pensent que non. Parce que ces télés ailleurs et les chaînes ou les médias traditionnels s'adaptent, se réinventent. Maintenant là, vous avez des médias traditionnels, entre guillemets la télé, et dans la même télé, dans ce groupe de chaînes, vous avez... Twitter, vous avez YouTube, c'est-à-dire ils s'adaptent aussi à l'évolution de la technologie. Donc, tant qu'ils continueront de s'adapter, je ne pense pas qu'ils vont disparaître. Je ne pense pas que ces médias disparaîtront parce qu'ils se réinventent aussi, ils se découvrent d'autres qualités, ils essayent de s'adapter à la technologie du moment. Est-ce que la femme s'adapte elle aussi? Ah oui, on s'adapte, on est là. Je suis sur Twitter, je suis sur YouTube, je suis sur Facebook. Je suis sur les groupes WhatsApp. Twitter, vous drainez un monde fou. Mais là, c'est vous, là, on parle d'Élysée Odia, mais d'autres femmes, est-ce que vous voyez qu'elles arrivent, elles aussi, à relever ces challenges? Non, il y a une difficulté déjà parce que les dames n'ont pas accès à ces outils de nouvelles technologies. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont déjà pas accès à l'éducation. Très peu de femmes, des filles, ont accès à l'éducation et ça pose souvent problème. Vous arrivez, celles qui ont accès à l'éducation n'arrivent pas en fait, quand je dis éducation, à l'étude, à l'école, très peu terminent la 6e primaire, 7e, et c'est encore pire quand vous allez au niveau des universités. Ça, c'est de 1. De 2, la femme, elle connaît, elle n'utilise pas trop les réseaux sociaux justement parce qu'elle ne sait pas l'utiliser. Donc, on doit apprendre à cette femme à utiliser les réseaux sociaux. Celles qui utilisent les réseaux sociaux, elles ont peur. Parce que les réseaux sociaux, c'est un autre monde. Elles n'aiment pas se faire découvrir. Elles sont très peu... je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas courageuses. Elles sont courageuses, mais elles ont peur. Voilà. La plupart ont peur. Peur d'être insultées, justement. Et quand on insulte une femme sur les réseaux sociaux, c'est souvent un coup en bas de la ceinture. Ce sont des insultes. Elles ont peur du sexisme. C'est harcèlement dans les réseaux sociaux. Et ces femmes-là aussi, elles ont peur de quoi? La plupart peut-être sont mariées. Son mari est là. Son mari ne peut pas tolérer voir sa femme être traitée de la sorte. Donc, il y a plusieurs femmes qui ont du mal à s'adapter. Et celles qui prennent le risque, comment faites-vous? Oh, ben oui, on affronte. On bannit la peur. On bannit la peur, au fait. Et puis, on arrive On voit de temps en temps, vous êtes quelquefois insulté aussi. Pas quelquefois, je suis insultée tous les jours. Alors, tous les jours,
Je suis À chaque insultée. publication. Ah oui, je suis insultée tous les jours sur les réseaux sociaux. Je suis traitée de médiocre tous les jours. Je prends ça sur moi. En fait, parce que j'arrive à comprendre aussi quoi. D'autres le font juste parce que ta tête ne leur plaise pas. Mais tu ne peux pas changer ta tête, elle est comme ça. Tu fais quoi? Ok. Ta tête, elle est comme ça. Je suis Élisée Odia, je suis comme ça. Ma tête ne plaît pas à quelqu'un. Je ne la change pas. D'autres vous insultent. Pourquoi? Parce que vous avez fait une analyse qui ne cadre pas avec ses convictions idéologiques, ses convictions politiques. Ok, mais ça, ce sont mes convictions. Je ne fais pas, je le dis. Je fais quoi? Je ne le dis pas. D'autres le disent peut-être parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Ils veulent être à votre place. Moi, je réfléchis comme ça. Mais il y a d'autres qui le disent aussi parce qu'ils pensent que, mais là, vous avez vraiment mal agi. On va parler de vos publications. On parlera de vos publications. On a encore Donc, un peu de on temps. essaye, sur le plan mental, j'essaie de me forger quand même. Voilà, j'essaie d'être forte parce que ce n'est pas évident. Les insultes, ça fait toujours mal. Mais bon, à un certain moment, tu te dis... il faut faire avec. Hein? Faire avec et passer outre. Voilà, il n'y a pas que des femmes qui sont insultées sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes aussi, nous sommes victimes de ça. On va parler de vos publications qui généraient d'une certaine façon de vos taquineries qui ne passent pas dans certains milieux, mais surtout de votre esprit critique. On va en parler. Mais d'abord, est-ce que si aujourd'hui, on regarde la précarité sociale, les conditions socio-professionnelles des journalistes dans notre pays, est-ce que vous pouvez accepter que votre fils, votre fille, fasse l'université pour devenir un jour journaliste dans ce pays? Élisée Odia n'est pas riche. J'espère devenir un jour, bien sûr. Je fais ce travail par passion, j'adore, je me réveille, je fais. C'est le journalisme, en fait. Et j'aimerais un jour, si ma fille, mon fils me dit « Maman, je veux devenir journaliste », ouais, je l'encouragerai. Mais je lui dirai « C'est un travail, si tu veux… » Il n'y a pas de salaire? Non, mais si tu veux faire ce travail pour avoir beaucoup d'argent, je te conseillerais de faire autre chose. Mais l'argent peut arriver en faisant ce travail. Quel parent ne voudrait pas avoir… Quel parent voudrait voir son fils ou sa progéniture dans une situation de précarité sociale? Non, mais justement, je dis l'argent peut venir dans ce travail. Mais l'argent ne doit pas être l'objectif, ne doit pas être le but de te dire oui, je fais le journalisme pour avoir l'argent. Le journalisme doit être une vocation. Le journalisme doit être une passion. Moi, je vois, quand je marche dans la rue, je vois ceux qui ont eu à faire ce métier, qui le font aujourd'hui avec nous, mais qui ne sont pas si nantis que cela, mais qui ont la passion d'écrire, de raconter les histoires, d'informer les autres. C'est ça qui doit nous animer. Il faut faire du journalisme un métier auxiliaire, donc avoir autre chose, non, une autre source de revenus. Non, du tout. En faire ta passion, en faire ta vocation, mais ça peut également t'apporter l'argent, moi je crois. Quand on arrive à bien s'organiser, si on arrive à bien structurer les choses, comment ailleurs les gens arrivent à se retrouver en faisant le journalisme, en ne bradant pas les principes, en ne bradant pas la déontologie, en respectant le truc. C'est possible de faire ce métier. Il y a des riches. De gagner sa vie. Mais on est là, on parle d'une certaine Oprah. Oprah, milliardaire aux États-Unis. Attends, c'est journalisme. Après, elle a embrassé autre chose, mais elle est journalisme aujourd'hui, elle fait des interviews. Elle est journaliste, mais il y a des noms comme ça où on vous dit, même ici en Afrique, je crois on peut en trouver, même ici en RDC, des gens qui sont restés journalistes et qui s'en sortent pas mal du tout. Donc je crois que c'est possible. Est-ce que vous comprenez ceux qui disent souvent que les journalistes femmes ont des mœurs légères? Est-ce que dans votre profession, Élisée Odia, vous est-il déjà arrivé que vous soyez harcelé par un homme politique pour avoir une interview ou de l'argent, ce qu'on appelle dans le jargon le coupage? Harceler, non, mais ce qui est sûr, il ne faut pas qu'on se leurre, ça existe. Le harcèlement, ça existe chez la femme, surtout harcèlement sexuel auprès des femmes, ça existe que tu sois femme journaliste ou pas. Ça existe pour celles-là qui travaillent dans un bureau, qui travaillent dans un cabinet, qui travaillent partout. Ça existe. Mais avec une dose prononcée sur les stars du petit écran. Mais justement, c'est parce qu'on est plus visible. C'est-à-dire, quand tu passes à la télé, comme ça, et que tu commences à avoir une petite notoriété, il y a des gens qui veulent fouiner sur le moindre détail de ta vie, savoir comment ça se passe. Mais ce qui est sûr, ça existe. Le harcèlement, ça existe dans ce milieu.
Mais en être victime, harcelée pour obtenir une interview, non. Non, non. En 12 ans, j'ai jamais fait l'objet de ce type de chantage. Moi, j'appellerais ça chantage quand même. Sur fond du harcèlement, non. Je viens, j'appelle des gens. Si tu veux m'accorder, tu le fais. Est-ce que vous comprenez ceux qui pensent que les femmes des médias ont une certaine légèreté? Ce sont des clichés, au fait. Des stéréotypes? Ce sont des clichés, moi je dirais, ce sont des clichés. Justement, on fait le frais de cette visibilité que nous offre le petit écran, voir la radio maintenant et voir les médias en ligne, et maintenant les réseaux sociaux. Donc, il y a ça. On fait les frais, mais les mêmes frais. Aujourd'hui, on parle de femmes des médias, mais il faut aller. Les femmes qui sont dans les réseaux sociaux sont également victimes, et pourtant, ils sont pas. Peut-être certaines d'entre elles ne sont pas dans des médias. C'est-à-dire, il y a là où il y a il y a cette visibilité-là, surtout de la femme, parce qu'on est dans une société où la femme était appelée à être en arrière, à ne pas parler, à baisser les yeux quand l'homme parle. La femme ne devait pas prendre la parole. Alors, dans une société où maintenant il y a des femmes, quand on voit une femme s'adresser à un public de tout genre, homme comme femme, à dire ce qu'elle pense, souvent elle est très mal perçue. Il y a ça. Mais également, on ne va pas nier, il y a aussi de ces femmes-là, parce qu'on a vu, pour obtenir une interview, j'accepte d'aller avec un politique. Mais c'est que ces femmes-là oublient. Est-ce que c'est pour obtenir une interview ou plutôt pour rouler carrosse, louer une belle maison? Ah oui, on veut, surtout, le problème aussi, c'est la pression. Quand on passe à la télé, on donne une impression. C'est ça. Et cette impression pousse pas que les femmes, c'est là où je veux dire, pas que les femmes, même les hommes, tout le monde, à faire en sorte que les gens qui le suivent aient une certaine image de lui. Mais alors que dans l'autre temps, le finance ne suit toujours pas, surtout dans notre pays. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu es là, tu te croises avec quelqu'un qui te dit « j'apprécie ce que tu fais » et qui te voit à pied, et il dit « ah, le journalisme, ça a tendance à tiquer certains. » Et du coup, on veut se construire. On est prêt à tout. Oui, on est prêt à tout. Et ça n'arrive pas qu'aux femmes. Mais est-ce qu'en tant que femme, vous avez eu accès à des privilèges parce que vous étiez femme journaliste? Du tout. Personnellement, moi, non. C'est pas pour vous mentir. Je trime jusqu'aujourd'hui. J'ai eu à trimer. Non, du tout. Pas de privilège par rapport à ça. La plupart des personnes qui me contactent pour un reportage, pour une émission, la plupart des personnes que moi je contacte le font souvent parce qu'ils m'ont peut-être suivi dans une émission. Ils m'ont suivi, ils ont suivi mes interventions. Ils ont suivi, c'est comme ça. Malheureusement, je ne sais pas si je veux dire heureusement ou malheureusement, je n'ai jamais bénéficié d'un quelconque privilège parce que j'étais femme. Bien au contraire, je me bats chaque jour pour essayer de plus présenter le meilleur de moi, présenter ce que je fais de mieux pour ensuite demander aux gens de nous suivre. En 12 ans de carrière, qu'est-ce que vous avez gagné de plus en étant journaliste? La crédibilité. Je crois que par la grâce de Dieu, je le disais, je suis arrivée quand même. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, la crédibilité. Mais je crois que je suis en train de me forger une crédibilité. Et ça me pousse à faire plus attention quand même dans ce que je fais. J'ai toujours dit aux gens, peut-être vous m'avez posé la question, on m'a dit je suis très critique. Je suis plus critique peut-être envers d'autres personnes. Si je suis 1 ou 2 fois plus critique envers l'autre, c'est que je suis 4 fois plus critique envers moi-même. Donc je me dis toujours que non, là c'est pas assez, Élisée, tu peux mieux faire. La ligne rouge à ne pas franchir. Ah ok, la ligne rouge à ne... La compromission. Mes convictions, mes valeurs, je vais sur ça. Qu'est-ce que vous regrettez le plus en 12 ans de carrière? Congo Web, 7/7, en passant par Top Congo FM, vos activités privées, qu'est-ce que vous regrettez de plus? Qu'est-ce que les médias ne vous ont pas donné? Non, pas encore, mais je suis toujours dans les médias. Hein. Jusque-là. Je suis toujours là. Donc, non. Non. Pas de regret, bien au contraire. Je suis en train d'acquérir une expérience. Je suis en train de relever, comme je l'ai dit, des défis.
Donc, mes échecs, je les capitalise parce qu'après, je peux considérer quelque chose aujourd'hui comme un échec, mais après, il peut s'avérer que c'était quelque chose c'était plutôt une réussite, c'était plutôt quelque chose de bien pour moi. Je ne regrette rien, mais je me dis plutôt que je suis en train de faire un parcours. Mais je vais à mon rythme. Une fois, j'étais en Chine. Je crois que j'ai visité la Grande Muraille. La Grande Muraille, je crois que c'est 6000 kilomètres. Je suis arrivée à gravir quelques marches. Il y avait d'autres qui faisaient plus, d'autres qui faisaient moins. Et je crois que ce jour-là, j'ai tweeté, je dis, et je le pensais réellement, je dis à chacun son sommet. À chacun son sommet. Donc, du coup, je ne regrette pas. J'essaie de ne pas trop me comparer le sommet de l'autre avec mon sommet. Je vais à mon rythme. Là où je m'arrête, l'essentiel, c'est de monter. Je peux faire 3 marches, 4 marches à mon rythme. Donc, je ne regrette rien. Je crois que je continue un peu mon parcours. Quand on a vu des journalistes rouler avec des Range Rover, je ne connais pas le type de véhicule que vous avez actuellement. Sinon, je connaissais l'autre d'avant, mais ça fait quand même plus de 2 ans. Je ne sais pas combien de fois vous avez changé entre-temps. Bon, si vous avez une Range, c'est bon, mais on en a vu d'autres avec des Ranges, d'autres louer des appartements. Ici à la Gombe, je ne connais pas non plus où vous habitez. Est-ce qu'il vous arrive à un moment donné de les envier? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai eu à avoir... en fait, tout dépend aussi de l'éducation. J'ai eu un père qui me disait, quand tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as, valorise ce que tu as. Et puis, il me répétait toujours ce qu'on dit aux enfants. Donc, j'essaie d'être contente pour ceux qui ont plus. Et j'essaie de me contenter de ce que moi j'ai et de le valoriser. Donc, ça ne me gêne pas de voir Jean-Pierre Kaïmba avec une grosse Jeep actuellement. Ça ne me gêne pas. ça ne me gêne pas de voir une consort avec, bon, voilà, une fortunaire, non, qui habite la Gombe, tant mieux pour lui. Alors non, je n'en vis pas. C'est un principe qui pour moi, c'est vraiment pas parce qu'on est à la télé ou parce que je passe sur YouTube. Non, mais ceux qui me connaissent le savent. Ma vie, elle est faite ainsi. Je n'en vis pas. Mais j'essaie de... Voilà. Tout en sachant que vous avez eu beaucoup d'opportunités vous aussi dans la vie. J'en aurai encore. Des voyages. Bah ouais, j'ai voyagé quand même. Du boulot, dans des cabinets, des consultances par-ci par-là. Des consultances, pas du boulot. Je fais plus de consultances quand même. Des consultances. Parce que là, c'est vrai que j'ai une agence qui est dans ça. Je suis dans des consultances, vous venez, j'essaie de vous orienter, de vous guider. J'étais plus dans une consultance politique, des hommes politiques, que vous soyez ministre ou personnalité politique, de vous aider à mettre en place une communication, un plan média, de vous décharger un peu. Même si vous avez... des conseillers en communication, nous on intervient toujours par des réflexions parce que l'agence que nous avons, c'est vraiment une boîte à idées. On met en place plusieurs concepts. Je n'ai pas dit que les autres n'en ont pas, mais je crois que ce sont des concepts quand même qui sont assez particuliers et on est là, on essaye d'évoluer comme ça. On vous voit plus avec d'anciens kabylistes, enfin, vous êtes plutôt collé au régime passé qu'à l'actuel régime. C'est parce que vous avez pris le temps de vous familiariser ou c'est parce qu'à l'époque, ceux qui sont au pouvoir étaient à l'opposition et qui n'avaient pas des sources, qui a fait que vous ne vous êtes pas assez côtoyés parce qu'on dit le journaliste ici souvent là où il y a l'argent. Bah, je ne sais pas, je vais vous raconter une chose. Je ne sais pas, peut-être qu'on est beaucoup dans ce cas. Je me suis retrouvée peut-être la seule journaliste à avoir interviewé les 3 candidats présidents. J'ai eu à faire des émissions avec Martin Fayulu. J'ai eu à faire des émissions, quelques rares émissions de Chadari. J'ai fait ça, d'Emmanuel Ramazani Chadari. Et j'ai eu à faire des émissions avec Félix Tshisekedi. Donc, je me suis retrouvée en 2018 lors des élections, de la campagne. Mais ouais, je dis, mais attends, j'ai eu à travailler, quand je, entre guillemets, travaille pas dans leur cabinet, mais à faire des émissions avec ces 3 personnes. Et Dieu merci, je n'étais dans aucune campagne d'aucun d'entre eux.
Vous n'étiez pas avec Martin Fayoulou? Je n'étais pas avec Martin Fayoulou. Parce qu'on dit que vous êtes très très proche. Hein, je suis, bah oui, c'est ce qu'on dit. Certains sont allés d'ailleurs beaucoup plus loin, ce qui est quand même assez regrettable, mais c'est un peu le revers de la médaille aussi. C'est-à-dire, quand il y a des félicitations, vous prenez. Quand il y a des colibés, bon, vous prenez quand même. Mais le problème, c'est votre conscience. Okay. Quand vous vous retrouvez devant votre miroir, quand vous vous reprochez de rien, vous êtes calme, vous ne vous reprochez de rien. Donc, proche de... J'étais très, quand même... et puis récemment encore, je vais vous dire, quelqu'un de Lamouka m'a appelé, qui est très proche de Martin Fayoulou, qui m'a dit après une émission, « Oh ben non, on sait que Baobi Makile Gangui, je vais passer de l'autre côté. » Je dis, ah bon? Quand on dit Makile Gangui, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est-à-dire parce qu'on fait allusion à ma tribu, à ma province, et que vous avez rejoint Félix voilà, voilà, que j'ai rejoint. Le même jour, je vous dis, c'était bizarre. Quelqu'un du PPRD m'appelle, et également quelqu'un de Gradin, on dit, mais toi, on me dit que tu es de Lamouka, tu ne peux pas. Je me retrouve dans ça. Maintenant, quand tu vas chez les gens, qui est maintenant de l'Union Sacrée, on te dit tu es FCC. À un certain moment, on te disait tu es Lamouka. À un certain moment, on te dit tu es FCC. Quand j'ai eu, en une journée, j'ai eu 3 personnalités de haut niveau de ces 3 regroupements qui m'ont dit ça, je dis, mais Élisée, ça y est, c'est bon, tu es dans le bon. Dans le bon, bah, ouais. Même si de temps en temps, on vous voit piquante. Piquante, très souvent sévère. Souvent sévère envers le régime actuel. Je vais répondre à cette question. Je crois que les gens ont eu à me poser la question sur Twitter. Pourquoi tu es sévère envers... Bon, déjà, je trouve que je ne suis pas très sévère, sauf que je me limite dans des constats et dans des réflexions. Et dans la publication de certaines informations. À chacun sa manière d'être sévère. À chacun sa manière, mais certains trouvent que je suis sévère. Je suis très critique, peut-être très sévère dans mes constats. Et une fois, j'ai eu à répondre à certains amis sur Twitter pour dire, parce que j'attends plus de ce gouvernement, de ce régime. Vous savez, voilà, je dis j'attends plus. Quand on attend plus... Parce que là, on est en dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne, ça dépend de la moyenne, à votre avis, c'est quoi? Mais je crois qu'on n'a même pas encore commencé. Si je suis... On n'a pas encore commencé? Ben oui, le président l'a dit. Le président l'a dit lors de son discours, je crois, de 6 minutes ou de 6 décembre. Oui. Il a maintes fois revenu. Lui-même l'a avoué que non, voilà, Kisaloumé Banda. Parce que 2 ans, rien n'avait encore... C'est ce qui fait que vous ne publiez rien de bon de ce qu'il fait. D'abord, il y a quelque chose, je dis, je suis plus dans des constats. Dans les constats. Quand vous êtes journaliste, on vous dit un train qui arrive en retard, c'est ça le journalisme. Un train qui arrive avant n'est pas une info. Un avion qui décolle très bien, tout, et qui atterrit, il n'y a pas eu d'info. Quand un avion rate son décollage, il y a l'info. Quand un avion rate son atterrissage, il y a l'info. Mais il ne faut pas être charognard, attendre que l'autre échoue. Non, on n'attend pas. Non, moi je parle de mon travail. C'est ça le principe au fait. On ne dit pas. Quand il y a une exception, comme par exemple on me dit telle place, l'eau ne coulait pas, et que maintenant l'eau coule, c'est un sujet d'info. C'est-à-dire, il faut que certaines personnes arrivent à nous comprendre. On n'est pas dans ce qui est normal. Non, ce qui est normal, tout le monde peut le constater. Le journaliste est là pour essayer de faire ressortir ce qui n'est pas normal, ou ce qui était anormal et qui est devenu normal, ou ce qui était normal et qui devient anormal. Et il y a des choses... Et c'est pour ça qu'on vous accuse effectivement d'être manipulé par des forces obscures, des mains noires. Non, mais justement, je crois que c'est trop facile de dire. Ceux qui me connaissent, et je l'ai toujours revendiqué, j'ai cette liberté d'esprit. Voilà pourquoi je me dis simplement journaliste. Et puis... avec des amis journalistes, là je salais un peu Thierry Kamboundi, on se dit Bissou Ababo la têtu. Je préfère encore Nazanga que d'être manipulé. Non, ce que j'ai publié surtout sur Twitter, ça part d'une conviction, d'une réflexion, d'un constat, je le dis. Je ne cherche pas l'unanimité, je cherche peut-être à susciter un débat. On échange, il y a des débats. Vous n'êtes pas d'accord, vous dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce constat. Vous êtes d'accord, vous dites oui, je suis d'accord parce que... Vous ne cherchez pas d'être approché? Non, parce que je fais partie de ces journalistes qui veulent vraiment rester journalistes.
s'est retrouvé aussi à la présidence parce qu'à un moment donné, on a vu qu'il y avait des publications. Vous ne ménagiez pas la cellule de communication de la présidence? Non, mais vous savez, la présidence représente la RDC, le pays. Quand ça ne va pas, on doit le dire. On doit le dire. C'est vrai qu'une fois, je dis j'ai été blacklistée. Oui, on ne m'appelle pas. Ils ne sont pas obligés de m'appeler parce que je ne suis pas la seule journaliste. Parce qu'ils n'ont pas digéré vos critiques acerbes. Bah, excusez-moi, je prêche quand même pour ma propre chapelle. Je ne peux pas non plus plaider pour tout le monde. J'aimerais bien venir. Je dis tout est parti. Une fois, je dis. Et ça, ce sont des faits. Il y a quelques années, moi, je pouvais, Élisée Odia, je ne sais pas ce qu'il en est des autres, je pouvais couvrir la présidence de la République, en tout cas quand j'ai il y a quelques temps, c'était du temps du président Kabila. Je quitte la présidence de la République, j'arrive, je couvre l'activité de Martin Fayulu là, à Faden House. Je termine, je descends à Limité. Je couvre l'activité du Sphinx parce que j'ai vraiment plus travaillé sur... j'ai couvert beaucoup d'activités de l'UDPS à l'époque du père. Et ça n'avait jamais posé problème? Ça posait Chez pas Kabila, on n'avait jamais dit que vous étiez une infiltrée? Non, on ne me l'a jamais dit. Et je dis ça à tous les amis qui sont de l'autre côté. Je le dis, je le répète et je l'ai souvent dit. On peut tout reprocher peut-être. C'est vrai qu'on n'était pas aussi traités comme de rois et des reines là-bas. Hein. On en est sorti. Et du temps des Kabila. Oui, ouais, on sait. Mais au moins, par rapport à l'info, moi, j'allais pour le compte de ma chaîne. Je terminais. Je pouvais aller en n'importe quel reportage. Qu'est-ce qui pose problème maintenant avec... Mais justement, c'est ce qu'on doit essayer de savoir. C'est cet extrémisme qu'on doit commencer à dénoncer. On ne peut pas continuer de s'y taire. On ne peut pas. On ne digère pas, on ne veut pas vous voir à la fois à la cité de l'EIA et autour des Fayulu, autour des Chadari. Pas autour, on n'est pas autour des personnes. En fait, notre travail est fait de ça. Couvrir les activités de ces personnalités. Mon travail est fait de ça. Okay. Mon travail est fait de ça. Je donne un exemple. On arrive le retour de Moïse Katumbi, un 20 mai, je crois. Nous arrivons à Lubumbashi. On appelle certains collègues. On appelle, ça c'est, j'ai vécu ça. C'était le même jour où on faisait sortir, je crois, le gouvernement Ilunga Ilunkamba. On appelle certains collègues pour aller à la cité de l'Union africaine, parce qu'il fallait qu'on présente. Et un confrère, je dis collègue, confrère qui était avec nous, il dit non, je ne suis pas à Kin, je suis à Lubumbashi, venir couvrir. Et puis quelqu'un de la cellule de communication de la presse dit, ah, tu n'es pas avec nous. Comment tu peux te retrouver là-bas? Ah, mais j'étais révoltée. Je dis, en tant que journaliste, on n'appartient pas à un camp. On n'appartient pas à des gens. Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à quelqu'un qui couvre les activités de Tshisekedi ne pas couvrir l'activité de Katumbi, de Fayulu, de Chadari ou de qui que ce soit. Moi, je m'inscrirai toujours en faux. En fait, tant pis si je reçois par après plusieurs insultes, mais je dénoncerai cela. Il faut laisser cette liberté. Moi, je le dis et je le redis, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu du temps moi, personnellement, Élisée, je n'ai pas vécu cela. J'avais cette liberté d'aller dans tous les QG des partis politiques. Déjà que je ne suis pas du genre à être extrême, je m'en tiens aux faits, surtout quand je donne l'info. Même si on a l'impression là que vous vous êtes un peu radicalisé. Non, je ne me suis pas radicalisée parce que je dis toujours aux gens, il y a plusieurs styles. Il y a plusieurs genres journalistiques. Quand sur Twitter, je suis dans les commentaires, je suis dans les analyses. Je suis dans des éditos, c'est des genres journalistiques. Mais quand il faut faire un reportage, que certains reportages, je mets ça d'ailleurs sur mon compte Twitter, je reste dans les faits, je ne porte pas un jugement. Mais quand je suis dans un commentaire, c'est également un genre journalistique. Radicalisé, ça je ne sais pas, mais... Même dans les commentaires, est-ce que la rationalité ne vaudrait pas qu'un jour on salue quand même ce qui est bien fait? Ah ben oui, je fais. Il m'arrive de le faire. Quoi déjà? Ben, je ne sais plus, j'ai plus de... Avec le nouveau régime, ah bon, vous dites vous-même que rien n'a encore été fait. J'ai eu à saluer, je crois qu'une fois j'ai tweeté par rapport à la prise en compte de la jeunesse et de la femme, et j'ai vu qu'un le président avait eu à rehausser cela, en fait, à répondre assez positivement à cela. Récemment également, c'est toujours par rapport à la femme. Non, mais sauf que ce qui est sûr aussi, on est dans un pays où le mal est tellement profond, où tu peux checker, tu peux chercher pour découvrir ne fût-ce que quelque chose de bon qui est fait de manière objectivement, il est difficile de le trouver quand même.
Difficile. Il est difficile, pas impossible, mais il est difficile. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez tenté d'intégrer la cellule de communication de la présidence? Non. Non. Pourquoi on dit que vous êtes haineuse? Pourquoi on dit que vous êtes devenue aigrie? Je ne sais pas. Parce que ça revient de temps en temps. On vous les balance en pleine figure. Oui, mais il faudrait. Mais je crois que maintenant, là, ça a diminué. Parce que je crois que peut-être les gens commencent à comprendre ma façon de fonctionner, mon style. Au début, peut-être c'était un peu compliqué. Maintenant, peut-être les gens commencent. Je ne suis pas haineuse, je ne suis pas aigrie. J'ai beaucoup d'amis à la présidence. Michel Moulumba, c'est un ami de Tourlandot. J'ai eu à faire des interviews avec le président de la République qui venait. Vous savez, quand on appelait, j'étais à Congo Web et qu'on appelait l'actuel président pour des interviews, vous savez qu'il se déplaçait. Hein. S'il est en retard, il s'excusait. Donc, j'ai vraiment pas eu de problème. Mais comme je l'ai dit, j'ai jamais demandé à intégrer la présidence. Non. Mais j'aurais bien voulu. Je ne mentirais pas, couvrir. Parce que j'ai toujours, ça fait des années que je couvrais la présidence de la République. C'est une grande institution. Couvrir la présidence de la République, ce n'est pas une mince affaire. Tu peux écrire ça dans ton CV. J'ai couvert la présidence de la République. Donc, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire que de couvrir dans découvrir des grandes institutions comme ça. Bon. En dehors des colibés que vous avez sur les réseaux sociaux, est-ce que votre regard critique a affecté d'une certaine façon vos relations interhumaines avec d'autres collègues ou d'autres proches du président? Oui. Je crois que quand on cite Élisée Odia chez les proches, je crois, certains, parce que j'ai eu des échos, quand on cite le nom d'Élisée Odia, c'est toujours, on le catégorise comme étant anti-Fachi. Je vais dire comme ça. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous? Moi, non, je crois que s'il y a quelqu'un qui veut que le président réussisse, c'est moi. Si tu veux, et excusez-moi de te tutoyer, entre nous, ça passe. Hein? Si tu veux que je réussisse, tu viendras me dire plus souvent, et pas plus souvent, mais quand même tu me diras régulièrement, Élisée, je crois que là tu n'avais pas bien fait, fais ça. Je crois que tu vois ça, ton prédécesseur avait fait ça, c'était pas bon. Pourquoi toi tu refais ça? Ou celle qui était avant toi, ou tu peux me rappeler, me dire, mais toi tu disais de l'autre que, tu vois, c'est juste ce que j'essaie de faire. Et bien c'est vrai que dans cet entourage, je suis critique à l'endroit surtout de la communication parce que je dis, ils n'en font pas la cellule comme on attend voir, hein, avec le débarquement de la VOA et consorts. C'est que ça parce que certains me l'ont reproché. Je dis le président veut le Chan et veut la canne, pas le Chan. Vous n'avez pas digéré le fait que le président ait pêché quelqu'un qui était perché très loin. Vous pensiez qu'il pouvait prendre dans les lots de ceux qui sont ici non, ou de mais ceux qui sont j'ai appelé à une remise en question. Parce que rappelez-vous qui ont fait la campagne du président de la République. Qui ont fait le tour de la RDC avec le président de la République. Les Izouba, les Tuyoyo et... Tout ce monde-là. Ben alors, quand maintenant on atteint un certain niveau, on vous dit, vous n'êtes pas à même d'occuper de hautes fonctions, je me dis, soit nous, en tant que journalistes locaux, entre guillemets, nous devons nous remettre en cause. Il suffit, je ne suis pas en train de dénigrer, c'est que les autres qui viennent d'ailleurs, on voit, je ne remets pas en cause leur capacité, mais je me dis que si nous là, ceux-là, quand je dis nous, c'est-à-dire nous qui sommes restés ici, nous qui avons fait la campagne, entre guillemets, ou ceux qui ont fait la campagne du président, se retrouvent juste comme simples membres de cellules, juste comme simples relais des activités qui se passent à la présidence, c'est qu'il y a un problème. C'est peut-être parce qu'au regard de vos critiques, le président a dit, écoutez, ceux qui sont là, mais il y en a qui ne font pas que critiquer le chef de l'État. Il y en a qui ne font que dire les louanges du chef de l'État. Pourquoi on ne les prend pas? Est-ce qu'on fait bien les choses? Et encore qu'on ne doit pas seulement recruter les journalistes, il y a aussi ceux qui font la communication et la bonne com ici. Donc, il y a ce genre-là. Moi, c'est une interpellation, je dis. Et comme j'ai toujours remis en cause, je dis, mais pourquoi le président de la République n'a jamais, pas jamais, moi j'ai eu la grâce de participer à la première interview du président de la République accordée aux médias locaux, c'était à Bunia. Mais depuis, vous savez, c'est 1 sur 100.
Et ça, quand je le dis, c'est avec raison. En fait, je me donne raison, excusez-moi. On ne peut pas rester là. Quand vous êtes à l'extérieur, vous accordez des interviews, mais quand vous revenez à l'intérieur, vous ne faites rien et la plupart des journalistes se contentent de faire le relais des différents papiers qui viennent de la présidence. Je parlais de ça, mais aujourd'hui, il n'y a pas que dans le domaine du journalisme. On importe, j'allais dire, on importe tout maintenant. On n'importe plus que les aliments, on importe la main-d'œuvre dans tous les domaines. Les gens se disaient, oui, parce que les journalistes congolais, vous êtes médiocres, mais aujourd'hui, on va vous importer même les architectes. Quand on dit, par exemple, j'ai appris, je suis en train de vérifier, Kinshasa, Kitoko, le concept qui va être construit, on vous dit le cabinet qui a été recruté, c'est un cabinet sénégalais. Maintenant, là, c'est plus que les journalistes, on ne prend plus que les journalistes. Et c'est dans tous les secteurs. C'est dans tous les secteurs. Et quand je dis cela, c'est vrai que je pars d'un fait. Je parle de mon travail qui est le journaliste, mais je dis attention, ça risque de se généraliser dans d'autres domaines. La preuve, déjà, les médecins ici, la plupart se font soigner en Europe, ils partent en Occident. Donc, on n'essaie pas toujours, mais c'est aussi des interpellations, une remise en question, une remise en cause. Est-ce qu'on fait bien les choses? Est-ce qu'on fait mal les choses? Comment on peut mieux faire les choses? Bon, voilà. 2 ans après, est-ce que le pays a décollé? Non, je viens de vous dire, le pays n'a pas encore décollé. Le pays ne fait pas encore la manœuvre. Il y a la chance. On n'est même pas encore au niveau des manœuvres. Non. Ce qu'on appelle le taxi, pas encore. Non. Mais on met quand même les structures en marche pour que l'on décolle finalement. On attend, mais voilà, ça prend le temps. Est-ce que ça inspire? Ça inspire confiance, ce qui est en train d'être fait, les bases, dit-on, qui sont en train d'être jetées. Non, je crois qu'il y a une très mauvaise gestion du temps. Tant qu'on ne réussira pas à ça, on risque d'avoir du mal à atteindre ou à commencer même un semblant de développement. On doit d'abord commencer à avoir une bonne notion de la gestion du temps en République démocratique du Congo. Tant qu'on n'aura pas ça, tant qu'on dira oui, le temps est avec nous. Vous faites allusion à quoi? Le temps que prend la sortie du gouvernement? Comme ça, par exemple, on a pris trop de temps également pour que sorte le premier gouvernement de Ilunga Ilunkamba. On a pris trop de temps aussi. On est en train de prendre trop de temps également pour mettre en place ce gouvernement. Et du coup, ça bloque, le pays est à l'arrêt. Tout le monde est d'accord, tout le monde en est conscient, mais personne ne fait rien. Est-ce que l'Union sacrée est venue sortir le pays du coma? Non. Ceux qui me suivent, je dirais non, solidement. Je dis, la difficulté de l'Union sacrée, c'est d'avoir plusieurs, pas interfaces, plusieurs, comment je peux dire, interlocuteurs, plusieurs leaders, plusieurs personnes avec qui échanger. Je crois que c'est ça la difficulté. La difficulté. Vous savez, quand vous avez une personne comme interface, c'est toujours facile que quand vous en avez 4-5. Je crois que c'est la difficulté. Parce que dans l'Union sacrée, vous avez de l'autre côté les gens de Kabound, c'est-à-dire une bonne partie de l'UDPS, d'ailleurs, si pas toute la partie, tout le parti UDPS, mais également ce qu'on appelle aujourd'hui les transfuges du FCCC, qui sont là. Vous avez de l'autre côté ceux de Moïse Katumbi. Et dans Moïse Katumbi, vous avez d'autres qui ne sont pas vraiment dans la ligne de Moïse Katumbi, mais qui veulent. Vous avez Bemba, vous vous retrouvez... Mais au fond, c'est le président Tshisekedi, l'autorité morale. Ben oui. Parce qu'à chaque fois, ça ne vient pas de nous, ça vient d'eux. Okay. Parce que la plupart interpellent le président de la République en disant il faut qu'il tranche. Donc, ils reconnaissent au président de la République cette autorité de trancher. Donc, pour dire qu'on n'a pas encore tourné la page des autorités morales. Est-ce que Félix Tshisekedi est plus dans le pétrin qu'il ne l'était avec Kabila? Ce qui me fait, je vais être sincère. Je vais être sincère, peut-être que les gens vont encore me taxer, mais ceux qui me connaissent, ceux avec qui je discute vraiment, donc je dirais que son mandat allait peut-être être plus facile s'il était resté avec Kabila. Sérieux? Il se plaignait déjà à son temps. Mais oui, il y avait moyen. Moi, je me dis, c'était peut-être possible d'essayer d'arranger les choses en restant, voilà. Il y a eu des parts et d'autres de choses à redire. Il y a eu des parts et d'autres, des choses à redire. Mais voilà pourquoi je dis ce mandat allait être
plus facile pour lui si il était resté. Parce que là, vous êtes en face de quelqu'un qui ne va plus revenir au pouvoir. Même si on pouvait voir ces gens nous dire oui, Kabila revient bientôt. Mais non, c'était un ami. Mais il a la chance d'avoir Bemba et Katumbi qui sont ses copains, se connaissaient depuis. Bon, voilà, ce copain, on sait pas, on sait ce qui s'est passé à Genève. Je ne sais pas s'ils sont copains. Maintenant, là, tout le monde doit manger avec des longues fourchettes aussi. Parce que avec ce qui s'est passé à Genève, il y a eu Ginval, il y a eu Genève, il y a eu beaucoup de choses. Est-ce qu'ils sont si copains que ça, je ne sais pas. Et en même temps, il doit essayer de gérer les ambitions de ces deux-là. Est-ce que c'est facile pour lui? Il travaille avec des gens qui potentiellement vont être vos adversaires demain ou en 2023. Est-ce que c'est facile? Donc c'est un peu compliqué pour moi au regard de ce que voilà, l'Union sacrée nous présente. On se dit ça risque d'être quand même compliqué. Nous risquons de regretter le FCC? Non, regretter... Ou la coalition FCC cache? Je ne serais pas dans ça. Moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait vraiment des réformes courageuses en termes politiques, en termes économiques. Qu'on mette fin à ces genres de partis politiques qui foncièrement ont tout en commun, mais qui se divisent surtout. On vous dit PPRD, en quoi est-ce que le PPRD peut être en désaccord avec l'UDPS? Si, parce que vous avez la même vision, la même idéologie. Tout ça, c'est parce que nous avons nos partis gravitent autour des individus, pas autour d'une idéologie. Et il faut qu'on arrive à changer cela. Il faut qu'on arrive à changer cela. Mettre en place, vraiment, essayer de mettre des réformes. Regretter, je ne sais pas si on arrivera à regretter, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut avoir le courage d'amorcer des réformes. Oui. Quand vous entendez le débat sur les élections, l'UDPS qui évoque le recensement, et qu'en tant que journaliste, vous vous rappelez des folles journées de janvier 2015, qu'est-ce que vous vous dites? Ben oui, je dis, voilà, il faut être cohérent. Je me dis, et une fois je dis, quand on dit la roue tourne, elle ne tourne pas qu'en faveur, en ta faveur et en défaveur de l'autre. Parce que souvent, ceux qui disent très fréquemment, la roue tourne, ils s'adressent à l'autre. Et ils ne s'imaginent même pas que cette roue qui tourne peut se retourner, si je peux dire comme ça, ou tourner en faveur et contre l'autre. Donc, il y a eu ça. Voilà pourquoi nous, on a une responsabilité en tant que journaliste de dire non à la démagogie. De dire et de faire voir aux gens non, on ne peut pas continuer dans la démagogie. Vous avez dit non. Un certain, il y a 3-4 ans, non au recensement. Vous ne vouliez entendre personne. Maintenant, là, vous dites oui, vous avancez non. Il y a un retour en force des antivaleurs qui ont été combattus dans un Du passé. tribalisme, je le dis et je l'assume. Parce que moi-même, j'ai eu à faire d'études sur ça. J'ai eu à dire d'ailleurs, ceux qui me suivent sur Twitter peuvent retrouver cela. Le plus grand échec du président Félix risque d'être l'exacerbation du tribalisme en RDC. Je l'ai dit. Et Martin Fayulu, dans tout ça, quel rôle peut-il encore jouer ou il faudrait qu'il attende 2023? Encore faut-il savoir s'il y aura élection. Il faudrait lui poser la question, mais pour avoir participé à sa conférence de presse où il présentait une proposition de loi sur la réforme de la CENI, je crois qu'il est maintenant dans l'optique de 2023. Il est maintenant dans il a tourné la page, totalement. Je crois, en tout cas, ce que moi j'ai entendu en participant à cette activité, c'est que maintenant là, c'est 2023. Est-ce que Kabila est fini complètement? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on lui pose la question. J'ai eu à demander plusieurs fois des interviews au président Kabila. On ne me l'a jamais accordé. J'espère que... Mais quand vous voyez le désordre qu'il y a au PPRD, Chadari, Minakou, Néhémie, et ainsi de suite. Mais certains disent que c'est à cause de lui aussi. Donc, à un certain moment, il faut qu'il se remette en question aussi. Certains lui, là, c'est qui, Chadari Non, ou Kabila? Kabila. Okay. Kabila, à un certain moment, il faut qu'il prenne ses responsabilités, qu'il s'assume, qu'il dise ouvertement ce qu'il veut de ce parti, de ce regroupement, où est-ce qu'il veut emmener. Quand on a eu à échanger avec quelques cadres qui ont quitté le FCC pour l'Union sacrée, et ils lui ont reproché cela. Il a dit, il ne prenait pas vraiment à bras-le-corps
tout ce qui se passait au niveau du parti et du regroupement. Il laissait faire quand même beaucoup de choses et ça finit par... voilà. Qu'est-ce que vous pensez des mamas Denise et Madame Olive Lebeka? Pourquoi me faire cette question? La dernière. Qu'est-ce que je pense? Mais elles sont toutes deux femmes intelligentes, toutes deux mamans. Je travaille avec ni l'une ni l'autre, je ne sais pas pourquoi. Ben, je sais pourquoi. En tout cas, je travaille. J'ai été une fois invitée par Maman Olive et puis c'était fini. Je n'ai jamais été invitée parce que là, je tiens aussi à clarifier aux téléspectateurs. Je n'ai jamais été invitée par Maman Denise, mais c'est vrai que je suis passée par certains de ses collaborateurs pour demander une interview. J'attends toujours la réponse. Bon, au moment où j'attendais la réponse, j'ai appris, c'est quand où j'ai vu que Maman avait accordé l'interview à VOA. C'est vrai que j'étais un peu frustrée, mais bon, c'est son choix, il peut faire ça. Mais j'ai une difficulté, je ne sais pas, je travaille plus avec les hommes qu'avec les femmes. Ok. Je travaille plus. Vous avez dit, vous avez compris pourquoi on vous met des côtés. C'est quoi? Pourquoi? Juste, à mon avis, vous savez, ça, peut-être je peux avoir faux, hein, tout faux. Les femmes aiment bien qu'on les caresse selon le sens du poil. Ils aiment bien qu'on dise... Ça, c'est dans la nature de nos femmes. On aime bien... La femme a du mal à entendre des critiques négatives. Elle le supporte difficilement. Et du coup, je ne suis pas trop dans cette optique. Je ne suis pas du genre à tout le temps chanter des louanges des personnes. Et je crois que peut-être c'est à cause de ça. Mais quand vous voyez les actions humanitaires que l'une ou l'autre déploie sur le terrain, vous vous dites qu'il nous faut encore plusieurs premières dames ou anciennes premières dames pour que les choses décollent? Plusieurs premières dames, ouais. Mais je me dis... elles arrivent, vous savez, c'est les questions qu'on doit se poser. On est dans un pays où les personnes arrivent à faire mieux que l'État. Pourquoi? C'est ça, ça devait être la question. Pourquoi? Moi, vous avez parlé de deux premières dames qui ont des fondations. Moi, je vous parlerai de M. Guy Luando qui a une fondation, qui a doté l'Assemblée provinciale. D'un siège. Je sais pas. C'est que l'État congolais n'arrive pas à faire. OK, il y a un problème. L'État n'existe plus dans ce pays. Comment on arrive? Les personnalités, ces femmes-là font un travail extraordinaire dans l'éducation, dans l'autosuffisance alimentaire, dans la femme, mais l'État n'arrive pas à faire. Élisée Odia, on a fini. Regardez la caméra, adressez-vous à l'opinion. Faites votre profession des fois. Profession de foi. Je ne sais pas comment. Élisée Odia, elle est là, journaliste, simplement journaliste. Comme elle aime se définir, c'était un plaisir pour moi de passer ici. Encourager ce qui est en train d'être fait. Merci. Alors, on vous invite vraiment à soutenir parce qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se créer et on aura besoin de vous pour accompagner cette dynamique. On sait, on vous écoute, on entend ce que vous dites. Vous êtes parfois mécontents du travail qui est en train d'être fait par nos journalistes, mais on vous promet, on va continuer à faire du mieux que l'on peut parce qu'on sait qu'on ne réussira pas à satisfaire tout le monde. Mais j'espère qu'on va donner le meilleur de nous pour vous donner des informations de qualité, vous donner un travail de qualité. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de femmes qui sortiront de la peur et qui affronteront les médias, qui affronteront les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci à vous. Il n'y a pas un petit message dans la langue de Dieu? Chiluba, makula chiluba bibibe. Chiluba chanye. Le temps qu'elle apprenne ou qu'elle se perfectionne. La diaspora. Mouloubakin, c'est un peu compliqué. Vous êtes déjà allé au Kassai? Oui, je suis déjà allée. Oui. Je suis déjà allée. Vous pourriez y aller pour y habiter? Dans les conditions actuelles? Non, le Kassai est trop noir. Trop loin. Aussi qu'il est trop... Non, pas trop loin. Aussi qu'il est trop pauvre, hein, ou qu'il n'offre pas les conditions d'une bonne... Oui, c'est ce qui est triste quand même. C'est ce qui est triste. Et c'est que moi, c'est que je voulais aussi travailler. Parce qu'on voit aussi dans des discussions, des échanges, les gens dire « Oui, tel a été Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait dans sa province ?» Tel a été Premier ministre, il a fait ça dans sa province. Je dis, la discussion ne devait pas porter sur ça. Vous êtes Premier ministre de la République démocratique du Congo. Donc, je crois que toutes les provinces doivent mériter de la même attention. Bien, l'émission est terminée. Merci à vous tous qui l'avez regardé avec délectation sur la chaîne YouTube, non à la balkanisation TV, ou sur Facebook, ma page privée où vous êtes maintenant 55 000 à bien sûr.
Merci beaucoup.